Hier, le vieux continent a triomphé sur le nouveau. Français et Belges se retrouveront en demi. À la porte de l'histoire, on ne compte plus de favoris, mais seulement des rêveurs. Et chacun espère voir venir son heure. Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Quelle journée de foot fantastique que ce 6 juillet. Et alors pour respect par mon sommeil et en l'honneur de l'amitié franco-belge, que j'espère retrouver dans les commentaires, j'ai décidé de rassembler les deux matchs en une seule analyse, une seule vidéo. Et on commence tout de suite par mes 4 enseignements. C'est parti. Premier enseignement, et qui n'est pas ultra original au vu des nombreuses analyses qui sont allées en ce sens à la suite du match, mais c'est que la France a vaincu, non pas à l'uruguayenne, j'irai pas jusque là, mais on va dire en tirant profit des qualités qui sont généralement associées à la Céleste. Car les Bleus ont déjà eu très peu d'occasions, 2 tirs cadrés seulement dans le match, ça ressemble presque à un hold-up. Je crois que la situation la plus dangereuse que la France ait créée dans le jeu, c'est cette tête mal timée de Mbappé, souvenez-vous, en début de partie. Mais pourtant, c'était pas un hold-up, car comme l'Uruguay l'avait fait jusqu'alors, les Français ont fait preuve d'une très grande justesse défensivement, condamnant la Céleste à un jeu de position stérile qui se terminait nécessairement par des centres qui étaient beaucoup plus dangereux en première qu'en deuxième, où Varane et Umtiti ont été impériaux. Donc en combinant l'efficacité offensive, le réalisme et la solidité défensive, l'équipe de France a livré un match peu resplendissant certes, mais peut-être exactement celui qu'il fallait faire pour se défaire de coriaces uruguayens. Deuxième enseignement que j'ai appelé le caméléon bleu-blanc-rouge, c'est qu'on peut prêter à Deschamps beaucoup de défauts et je ne me considère pas comme un de ses admirateurs les plus fervents, mais c'est peut-être le sélectionneur qui a le mieux compris les limites de sa fonction. Les sélections nationales, presque par définition, avec des joueurs qui se connaissent mal, qui ont peu de temps pour peaufiner les automatismes, qui arrivent notamment à la Coupe du Monde essoufflés de leur saison en championnat par exemple, et ces sélections nationales, elles sont vouées à être moins performantes que les clubs. Dès lors, le fait d'avoir un projet de jeu aussi peu élaboré, une identité de jeu aussi floue, un sujet qui m'a tant crispé par le passé, peut-être qu'au final, c'est pas une si mauvaise chose. En misant avant tout sur l'adaptation à son adversaire, en essayant de répondre à une succession de problèmes plutôt que de créer un problème qui sera le même tout au long de la compétition, au final, cette équipe de France est en train de s'imposer comme un des prétendants les plus sérieux au titre final, à cette Coupe du Monde qui ne revient pas toujours à l'équipe la plus séduisante, la plus à l'aise dans le jeu, mais pour laquelle il faut réaliser 7 matchs solides, constants. Et aujourd'hui, je pense qu'on n'est pas loin de pouvoir dire que la France est défensivement la meilleure des 32 équipes de la compétition. Troisième enseignement, et on s'intéresse maintenant à Brésil-Belgique pour souligner le travail exceptionnel accompli par Roberto Martinez. C'est un point d'ailleurs sur lequel j'aimerais vraiment avoir l'avis des Belges parce que j'ai l'impression que, un peu à l'image de Deschamps chez nous, votre sélectionneur n'était pas ultra apprécié et ça m'intéresserait d'avoir des témoignages, notamment sur la manière dont sa prise de risque tactique a été perçue, parce que prise de risque il y a effectivement eu, on pouvait s'attendre à des Diables Rouges un peu sur le reculoir, effrayés, et ils auraient raison de l'être par la qualité technique brésilienne. Au final, sur le début de match en tout cas, les Belges ont concédé beaucoup d'espace, mais se sont offerts également de très beaux contres. Le replacement de Kevin De Bruyne plus haut lui a permis de réaliser un de ses meilleurs matchs. Le blocage du côté droit pour empêcher les renversements de jeu sur Williams, que les Brésiliens affectionnent depuis le début du tournoi, ça c'est un point qui a été souligné notamment par Raphaël Cosmidis dans l'équipe du soir, c'était très bien fait, avec la palette en réalité augmentée. Mais donc ce blocage a permis de bien bloquer le côté droit, mais a laissé beaucoup d'espace à Neymar et à Coutinho sur le côté gauche et dans l'axe. On a donc eu un vrai déséquilibre, mais finalement cette épreuve du feu a souri aux Belges face à des Brésiliens que je donnais gagnants, qui étaient pour moi les favoris ultimes du tournoi, et contre lesquels les Belges ont réalisé un excellent match. Mais pour vaincre la Seleção, il fallait forcément aussi une bonne dose de réussite, et les Diables en ont eu incontestablement. Le premier but, le plus important, celui qui débloque la rencontre, il vient quand même d'une énorme erreur de Fernandinho, alors que quelques minutes plus tôt, Thiago Silva, lui, avait trouvé le poteau sur corner, et enfin, avec ce contre, on est à 2-0 pour les Belges, avec un seul tir cadré. À la fin du match, les stats sont éloquentes, 27 tirs à 9, 2,5 expected goals pour les Brésiliens contre 0,5 pour la Belgique, et les Diables ont vraiment failli boire la tasse en deuxième mi-temps quand Tite est repassé en 4-4-2. Et juste pour éclairer une polémique rapidement, beaucoup ont parlé du fait que le Brésil aurait pu bénéficier d'un penalty pour la faute sur Jesus dans la surface, je crois que c'était en début de deuxième mi-temps, mais personnellement je suis pas de cet avis parce que le ballon était sorti de l'aire de jeu avant la faute. D'ailleurs le jeu s'est arrêté pour que la VAR analyse l'action et aucun penalty a été donné. Et donc voilà, à l'heure des comptes, avec quelques intuitions tactiques, avec beaucoup de courage, avec un peu de réussite, les Belges s'imposent et ils peuvent clairement rêver d'un titre mondial dont ils ont écarté les favoris.
On passe au top flop en s'intéressant d'abord à la rencontre France-Uruguay. Alors j'ai pas été très original en distinguant en premier lieu Varane, match de titan. Il a verrouillé la surface en la protégeant des centres uruguayens. 0 ballon touché par Suarez dans les 16 mètres français. C'est pas anodin et c'est en grande partie dû à son placement judicieux. Un peu chahuté ces derniers temps par les observateurs, il a retrouvé son niveau et livre un mondial impressionnant. On en oublierait presque son but qui débloque la situation pour les Bleus. Une belle revanche pour lui sur les quarts de finale de Coupe du Monde après avoir perdu son duel face à Hummels en 2014. Ensuite, si la charnière centrale a été décisive dans l'obtention du clean sheet, le troisième en 5 matchs, cela n'aurait pas été possible sans un fantastique Hugo Lloris, présent dans l'engagement, comme cette sortie au devant de Stuani à 0-0, et alors que la Céleste se montrait de plus en plus dangereuse, il a surtout réalisé une parade historique sur la tête de Cáceres alors que la France mène 1-0, un arrêt à la verticale qui a demandé 100% des capacités de Lloris, le réflexe alors que son champ de vision est obstrué, l'explosivité du plongeon, l'envergure de son corps, et aussi, je trouve que ça a été très peu souligné, la capacité à revenir très vite à la réalité pour gêner la reprise de Godin qui, à 1 mètre du but, expédie une chandelle. Mes voisins pourront en attester, j'ai célébré cet arrêt comme un but, et pour un gardien qui était un peu décrié à quelques jours du mondial, ça fait plaisir de le voir réaliser un des plus beaux arrêts de la Coupe du Monde. Et enfin, pour compléter ce triptyque de joueurs précieux, on célèbre la discrétion aujourd'hui, et le prince de cette qualité est évidemment N'Golo Kanté. Tout a déjà été dit à son sujet, alors j'en rajouterai pas sur sa capacité à couvrir du terrain, il est le bouclier du chevalier français, puisse-t-il jouer encore longtemps, et je dis ça avec une pointe d'inquiétude parce qu'il a 27 ans aujourd'hui, je suis pas sûr que son style de jeu ne lui promette une grande longévité, il faut la gagner cette année. On passe au flop et on est obligé de parler de Muslera qui se rate sur la seule intervention qu'il a à faire, qui nous fait une Karius pour dire les choses crûment. Ensuite certains disent que l'équipe de France a tellement dominé son sujet que l'absence de Cavani n'aurait rien changé. On peut pas dire avec certitude que les Bleus auraient perdu si le Matador était là, mais son remplacement par Stuani a mis en lumière à quel point il est crucial dans le dispositif de Tabarez. L'attaquant de Gérone a été invisible, et enfin, même s'il fait évidemment partie du top 4 ou 5 des meilleurs joueurs du monde à l'heure actuelle, et qu'il a été hier soir un des rares à créer des différences individuelles, j'ai réservé mon dernier flop, un petit flop à Kylian Mbappé. Au cœur d'une embrouille inutile qu'il a provoquée en simulant grossièrement, il a mis un petit bémol à une rencontre qui était placée sous le signe du respect via les déclarations d'avant-match de Tabarez, via l'absence de célébration de Griezmann, qui d'ailleurs, contrairement à ce que j'ai pu lire ou entendre par-ci par-là, m'a pas personnellement choqué. Donc voilà, bref, un des rares instants d'immaturité pour Mbappé, et donc facilement pardonnable, mais qui mérite d'être signalé pour un joueur auquel on promet, très justement, les sommets. Ok, on passe au top de la seconde rencontre de la soirée, et dans une certaine continuité, j'ai voulu mentionner Courtois. Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, le Brésil termine la rencontre avec 2,5 expected goals et n'en a marqué qu'un seul. C'est dû à un peu de maladresse, notamment de Coutinho, mais aussi à la solidité du dernier rempart belge. Avec Lloris, les gardiens londoniens ont été mis à l'honneur hier, et Courtois, qui fait évidemment partie du gratin mondial à son poste, pourrait très bien prétendre à un titre individuel à la fin de cette Coupe du Monde. Sa parade au buzzer sur la frappe enroulée de Neymar vaut largement un but. Ensuite, Hazard. Je me souviens qu'au début du mondial, j'avais tweeté mon admiration du meneur de Chelsea, notamment au sujet de sa qualité de leadership et son dribble juste, en le comparant avec Neymar, et ça m'avait valu les foudres de pas mal de personnes. Hier, il a tenté 10 dribbles et en a réussi 10. Il est une machine à créer des différences, il joue juste, et je pense qu'il a réussi hier un des meilleurs matchs sous les couleurs des Diables Rouges. Je le kiffe, et pour mon dernier top, j'ai choisi Fellaini, qui dans un registre pas toujours plaisant, apporte énormément. Niveau flop, maintenant, on va pas s'attarder sur Fernandinho, qui fait le plus dur pour la Belgique en inscrivant un but contre son camp du bras très cocasse et qui est ensuite dépassé dans l'entrejeu. L'absence de Casemiro s'est bien fait sentir. Ensuite, Coutinho, une passe délicieuse pour la tête de Renato Augusto, mais une énorme occasion gâchée sur la passe en retraite de Neymar. Quelques transmissions mal ajustées, dont une qui a filé directement en touche, et plus généralement des déplacements très prévisibles. On connaît sa qualité de frappe, peut-être le meilleur tireur du monde depuis l'extérieur de la surface, mais les Belges ont verrouillé cette zone et il s'est retrouvé bredouille. Et enfin, Tite, malgré un changement judicieux en deuxième mi-temps, il a été soumis par le plan de jeu de Roberto Martinez en première, que j'aurais pu citer dans les tops d'ailleurs, et ensuite pour Tite, sa gestion des remplaçants a été décriée dans l'équipe par Juninho, j'aurais tendance à être d'accord. Le mondial de Gabriel Jesus est une catastrophe, alors qu'on a vu Firmino se créer une énorme occasion à son entrée en jeu. Douglas Costa a apporté beaucoup de percussions aussi, mais peut-être trop tard.
Voilà les amis, c'est globalement tout ce que j'avais à dire sur cette fantastique journée de Coupe du Monde. Alors malheureusement, je vais vraisemblablement pas pouvoir voir les matchs d'aujourd'hui, alors pas d'analyse prévue, mais la bonne nouvelle c'est que si Ronaldo signe à la Juve dans les prochaines heures, bah ne vous étonnez pas de voir une vidéo lui emboîter le pas. On va aussi avoir quelques jours de répit avant les demi-finales, alors je vais profiter de ces jours-là pour travailler un peu sur mes séries d'après Coupe du Monde, et au passage, je sais que je le dis plus très souvent, mais je sais qu'il faut le dire, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez pas rater ça. Enfin, je vous laisse avec quelques questions. Quels ont été vos top flops pour ces matchs? Est-ce que les qualifications françaises et belges sont méritées? Et enfin, entre la France et la Belgique, qui est-ce que vous voyez rallier la finale? Faites-moi savoir tout ça dans les commentaires. Moi, je vous dis comme d'habitude, à très vite. Bisous.